3, 2, 1. Here we go! Alors bonjour ou rebonjour à celles et ceux qui nous rejoignent, qui sont ici présents au Grand Palais de Lille pour cette édition 2022 de Cyclo à Lille. Rebonjour donc à celles et ceux qui étaient déjà avec nous ce matin pour les différentes conférences, dans ce cycle de conférences qui dure sur les 2 journées de ce salon, de cette édition 2022. Alors j'aurai le plaisir cet après-midi de vous accompagner lors d'une conférence notamment qui va débuter, consacrée à l'action à la source pour une eau de meilleure qualité. Nous allons nous focaliser, après avoir beaucoup parlé ressources en eau ce matin, en quantité, nous allons parler de la qualité cet après-midi, avec une table ronde, une conférence organisée par l'Agence de l'eau Artois-Picardie, une conférence qui sera scindée en 2 temps pour vous permettre à 2 occasions de poser des questions éventuellement à chacune et chacun des intervenants qui seront présents parmi nous. Et pour commencer, je vais vous présenter les 3 premiers d'entre eux, à savoir Madame Karine Vallée, qui est experte ressources en eau à l'Agence de l'eau Artois-Picardie, accompagnée de Madame Gaëlle Château, qui est chargée de mission régionale eau distribuée pour l'ARS Hauts-de-France, et enfin Monsieur Jérôme Blondin, qui est chargé de mission eau souterraine à l'Adréal des Hauts-de-France. Merci mesdames, messieurs pour votre présence sur cette table ronde, sur cette conférence, cette succession de présentations qui feront l'objet de temps d'échange à 2 moments, comme je le disais, pour permettre à nos invités de s'adresser à vous directement et de vous poser d'éventuelles questions. Alors avant de reconquérir la qualité de l'eau à la source, un certain nombre de collectivités ont déjà mis en place de longue date sur la place du volontariat un processus de préservation de la qualité de l'eau à l'aide d'outils élaborés par le ministère en charge de l'environnement notamment. Et après environ 15 ans de mise en œuvre, seule la moitié en fait, des captages ont mis en œuvre un plan d'action concret. Et après une présentation par l'Adréal dans un instant de la stratégie régionale captage, des politiques des agences de l'eau Artois-Picardie en matière de protection de la ressource et des démarches PGSSE sur lesquelles nous reviendrons, qui seront présentées par l'ARS, les 3 collectivités viendront témoigner ensuite des actions de reconquête qui ont été mises en place et éventuellement nous faire part de leurs difficultés, mais aussi bien sûr des résultats obtenus. Vous nous direz donc, mesdames, messieurs, collectivement, ensemble, comment favoriser une gestion coordonnée entre les actions de préservation de la ressource en eau et les mesures de sécurisation à prendre sur l'ensemble du système de production et de distribution de l'eau. Alors pour commencer, une intervention à 2 voix, avec celle de Karine Vallée, experte ressources en eau à l'Agence de l'eau Artois-Picardie, et Jérôme Blondin, chargé de mission eau souterraine à l'Adréal Hauts-de-France, pour nous parler de la stratégie régionale sur les captages prioritaires et de la politique des agences de l'eau sur la protection de la ressource en général. Alors, je ne sais pas si ça marche. Ça marche, vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous. Alors, je vais présenter donc cette stratégie régionale. Très bien. Alors, très rapidement, un petit point sur la réglementation assez récente, parce que on a des choses qui ont évolué 2020 notamment. En 2019, il y a déjà les assises de l'eau qui avaient demandé aux collectivités qui avaient des captages prioritaires d'engager des plans d'action d'ici fin 2021, même si, comme vous l'avez dit, déjà depuis 2006, les plans d'action sur la base du volontariat devaient être engagés. Les constats montrent qu'en effet, ils n'ont pas beaucoup avancé et qu'il fallait redynamiser tout cela. Et donc de déployer également des engagements formalisés entre les acteurs, même si c'est sur la base du volontariat, d'engager des contrats un petit peu entre tous les parties prenantes sur les territoires, et notamment pour déjà 350 captages en 2022. Un décret en décembre 2020 a renforcé la légitimité et puis la responsabilité des collectivités sur ces sujets. Et puis en février 2020, une instruction importante
qui a repositionné un petit peu le suivi, l'accompagnement au niveau départemental, au niveau régional et puis au niveau de bassin. Donc sensibiliser, accompagner les acteurs, demander notamment aux services de l'État et opérateurs de l'État que sont les agences de l'eau d'appuyer un petit peu sur l'action et au niveau régional de coordonner les différentes politiques parce qu'on sait qu'il y a énormément de leviers justement pour mettre en place ces plans d'action qui proviennent de l'État, des agences de l'eau. On va en parler un petit peu après. Et comme vous le savez, cette année, c'est le renouvellement des SDAGE. Donc on a 2 derniers DAGE, parce que sur la région, on a Artois-Picardie, mais on a aussi le bassin Seine-Normandie qui englobe l'Oise et l'Aisne. Et donc les 2 stages ont été révisés récemment. Et également ce qu'on appelle les programmes d'intervention des agences des bassins qui ont été pas révisés mais vus à la mi-temps en fait, hein, c'est ça, à la mi-temps et qui ont été retrouvés. Point d'étape en tout cas. Voilà, un petit peu les 3 ans d'étape. Voilà. Alors comme on vous le disait, oui, il y a la moitié des plans d'action, mais on va regarder un peu plus qu'est-ce qui se passe en termes de dégradation de ces captages. Alors on regarde bien évidemment les nitrates et les pesticides, et on se rend compte que sur la région, il y a 47% des captages qui sont dégradés. Par exemple, pour les nitrates, vous savez que la limite est à 50 mg. Là, on va regarder à 40 mg combien on a de captage. Un captage dégradé est dégradé à partir de 40 mg. Voilà, on va essayer d'aller un peu plus vite. Alors le bilan de qualité de la région. L'eau de la région dans les eaux souterraines est assez médiocre. Multipression agricole, industrielle, assainissement. Les pressions d'origine agricole que l'on rencontre sont les plus difficiles à traiter et à réduire. Ça passe par des grandes modifications des pratiques notamment. La politique nationale se concentre sur les captages prioritaires qui sont de la responsabilité des collectivités. Les collectivités, en effet, sont responsables et doivent donner une eau potable aux habitants. Alors, les solutions curatives, en effet, on a 2 solutions. C'est soit on réduit le problème à la source et on fait du préventif, soit on va mettre en place des solutions curatives, l'interconnexion, on va relier les captages, aller chercher de l'eau ailleurs par des tuyaux. Ça a des coûts, donc c'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire. Et puis sur le long terme, ça réduit un petit peu la masse, c'est-à-dire que le gâteau à partager, au bout d'un moment, il se réduit. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, avec les problèmes de sécheresse qu'on rencontre et de réduction d'eau, c'est pas très bien vu sur le moyen terme. Et puis, alors, un autre curatif, c'est le traitement. Le traitement, ça coûte cher, et puis on ne traite pas tous les types de pollution. Donc, c'est très compliqué à mettre en place. On a fait un peu ce bilan au préfet de région fin 2021 et on a proposé donc une feuille de route. Alors on a parlé de stratégie régionale, hein, c'est ce qui était demandé dans l'instruction de décembre 2020 et en région Hauts-de-France, on a transformé cette stratégie régionale qui avait été rédigée en une feuille de route. Ce que je vais vous présenter maintenant, elle est en 4 axes. C'est de remobiliser, accompagner les collectivités. Alors ça, c'est les services de l'État, les agences de l'eau, pour justement les motiver davantage. On sent qu'en effet, il y a une forme d'essoufflement dans les stratégies qu'ils peuvent mettre en place pour la ressource à eau. Ils sont confrontés à des problématiques, c'est pas réglementaire, c'est volontaire. Quels moyens pour faire avancer les choses, c'est pas forcément évident. Alors, on les accompagne financièrement aussi, essayer de trouver des moyens d'innovation, trouver des filières. Par exemple, si on part sur du bio, les cantines scolaires, par exemple, c'est des idées sur du bas niveau d'intrants. Quelles sont les filières de sortie qui sont utilisables. C'est vrai, le plan d'action est une vraie stratégie de territoire qui appartient aux collectivités. Ensuite, également, c'est de très rapidement, le deuxième axe de cette feuille de route, qui est une feuille de route sur 1 an aujourd'hui, donc de très rapidement devoir déjà faire le bilan sur les captages et de voir comment très rapidement on peut mettre des leviers très faciles à mettre en place, que ce soit financier ou pas. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, la partie agricole, c'est ce qui est plus difficile à traiter, et donc impliquer, accompagner les agriculteurs et leurs filières, l'industrie agroalimentaire, de regarder un petit peu s'ils peuvent créer des GIE pour se regrouper, pour avancer sur la problématique eau. Alors,
sur le territoire autour du captage, dans ce qu'on appelle une aire d'alimentation de captage, où c'est là qu'on a les zones les plus vulnérables pour l'atteinte les impacts sur le captage. Et puis, il y a tout un volet communication, de formation, notamment des animateurs captage qui sont, on va dire, au cœur de la solution, quelque part. Hein. Ils sont employés par les collectivités, mais c'est eux qui font vivre les plans d'action et qui essaient, tant bien que mal, de faire avancer les choses. Voilà. C'est bon pour vous? Merci. Oui, après j'avais mis des indicateurs, mais le temps passe vite. Je vais essayer la parole. Donc, on avait mis en place quelques indicateurs. Donc, ce qui est important, c'est de mesurer justement le bon fonctionnement des comités de suivi de démarche de reconquête, avec de mesurer l'implication significative des élus. Ça, c'est important. Ils n'ont pas tous les mêmes moyens, hein, que ce soit une commune de 100 habitants ou une métropole. Donc, il faut veiller à cela. Et puis, surtout, comment mesurer les réductions de la pression sur la ressource. Ça prend un peu plus de temps, mais en travaillant sur les zones très vulnérables, des fois, on arrive à des résultats assez significatifs. Voilà. Merci, Monsieur Blondin. Je vous laisse enchaîner, Madame Vallée, sur la suite de cette présentation au nom de l'agence de l'eau Artois-Picardie pour compléter cet état des lieux et ces constats. Oui, effectivement, pour compléter l'état des lieux au niveau du bassin Artois-Picardie, donc on a effectivement une soixantaine de captages prioritaires. Donc, comme l'a dit Jérôme tout à l'heure, ces captages prioritaires ont été déterminés il y a une quinzaine d'années. Et ce sont des captages donc, qui doivent prioritairement faire l'objet de reconquête et d'amélioration de la qualité de l'eau, puisqu'ils font partie des nombreux captages dégradés. Hein. Il n'y en a pas que 60 malheureusement sur le bassin. Voilà. Et donc, au niveau de l'agence de l'eau, c'est vrai que ça fait plus de 15 ans qu'on accompagne les collectivités dans les démarches de prévention et de reconquête de qualité de l'eau sur ces captages prioritaires, mais également sur d'autres. Et en fait, on a fait un peu les mêmes constats que ceux qui existent au niveau national et qui ont donc entraîné finalement une circulaire au niveau national pour essayer de redynamiser la politique captage. Le constat, c'est qu'effectivement, on a des territoires où on a mené, enfin, les études complètes ont été menées en termes de diagnostic. Il y a eu des plans d'action avec derrière une mise en œuvre d'action et une animation. Par contre, on a à peu près la moitié des captages où il n'y a pas de plan d'action et où la démarche n'a pas démarré. Et autre constat aussi qu'on pouvait faire, c'est que finalement, même là où on a des plans d'action, on a des difficultés quand même à obtenir des résultats. Alors, d'une part, des résultats sur la qualité de l'eau, ce qu'on peut parfois quand même expliquer par le fait qu'on a une inertie importante au niveau de la nappe de la craie et que les actions mises en place peuvent mettre plusieurs dizaines d'années à se concrétiser en termes de résultats qualité. Mais on a également des difficultés à suivre finalement ce qui se passe et à avoir des indicateurs, on parlait d'indicateurs, pour quantifier un peu les évolutions de pression. Néanmoins, les résultats positifs, c'est qu'on a quand même sur les territoires où il y a des plans d'action, une mobilisation des acteurs du territoire autour de ces enjeux, et on peut quand même observer une certaine stabilisation sur certains captages. Donc on voit qu'il faut continuer à travailler et peut-être effectivement essayer de passer à une vitesse supérieure si on peut y arriver. Donc essayer de trouver des nouvelles techniques ou des nouveaux enjeux pour essayer d'améliorer tout ça. Et donc au niveau de l'agence de l'eau, c'est vrai qu'on a eu l'an dernier, un point d'étape dans notre programme, parce que c'est des programmes de 6 ans, avec une révision de politique. Et sur la protection de la ressource, effectivement, suite à ces constats, suite à l'élaboration de la stratégie régionale captage des services de l'État, on a souhaité conditionner plus fortement nos aides aux actions curatives, hein, c'est-à-dire par exemple aux interconnexions, à la mise en place de traitements correctifs, à des objectifs de préservation du captage et surtout avec des résultats sur les baisses de pression. Et donc l'idée, c'est de travailler sur l'évolution des plans d'action, hein, même là où il y a déjà des plans d'action actuellement, essayer d'avoir des mesures plus efficientes et plus pérennes dans le temps, hein, tels que des changements de système, des changements de filière, d'usage du sol, et également d'avoir une meilleure mesure finalement de ce qui se fait sur ces territoires avec des indicateurs de suivi de pression, en plus des indicateurs de suivi de réponse, c'est-à-dire en plus des indicateurs de suivi sur la qualité de la ressource.
L'objectif aussi, c'est de pouvoir impliquer tous les acteurs du territoire et de les impliquer fortement, pas simplement en participant à des comités de pilotage ou à des réunions de sensibilisation, mais d'avoir vraiment un engagement plus fort autour d'un contrat qu'on a appelé contrat d'action sur la ressource en eau, qui reprendrait en fait les objectifs de baisse de pression fixés et les engagements des différents partenaires du territoire. Donc ces contrats d'action ressources en eau, c'est vrai que c'est pour nous finalement un nouvel axe au niveau du programme de l'agence, et c'est vrai que ça va conditionner un certain nombre de financements sur le curatif, on l'a dit tout à l'heure. Ça va également être un des objectifs principaux de nos animateurs sur les captages, de mettre en place ce contrat et de travailler sur des objectifs de baisse de pression et des indicateurs de suivi. En contrepartie, on pourra avoir des accès, les collectivités pourront avoir des accès prioritaires au financement de l'agence par rapport aux actions qui seront prévues dans ces contrats CARE. Donc il y aura notamment des financements spécifiques sur le domaine agricole pour tout ce qui est animation. Et il y a également des choses qui sont à l'étude pour renforcer le niveau des aides existantes pour justement inciter à la mise en place de ces contrats et à la signature par les acteurs du territoire de ce contrat. Je ne sais pas si j'ai encore une diapo. Non, j'ai plus de diapo. Donc effectivement, c'est un peu une évolution sur notre politique agence. En cela, finalement, on s'approche aussi un peu de ce que fait l'agence de l'eau Seine-Normandie, puisque c'est que j'en ai pas parlé, mais au niveau de la région Hauts-de-France, on a également l'agence de l'eau Seine-Normandie, qui est sur les mêmes axes de travail, de privilégier vraiment le préventif par rapport au curatif et d'avoir des contractualisations alors, qui sont un peu différentes sur leur bassin, mais à l'échelle d'un territoire, ce qu'ils appellent des contrats territoriaux eau et climat. Mais dans l'esprit, vous êtes en phase, il n'y a pas de distorsion. Non, il n'y a pas de distorsion, voilà, tout à fait. Et donc, du coup, on peut accompagner dans la stratégie régionale captage des services de l'État par le biais de cette politique. Merci beaucoup, Karine Vallée. Alors, pour compléter, comme je vous l'annonçais en introduction, ce premier tour d'horizon, je vais proposer de nous faire sa présentation à Madame Gaëlle Château, qui est chargée de mission régionale eau distribuée à l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France, pour nous parler en particulier de démarches PGSSE, à savoir plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux. Et vous nous parlerez plus globalement, donc depuis la ressource jusqu'au robinet, de sécurité de la distribution d'eau potable et de préservation de cette ressource. En effet, ces plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux sont un outil qui est promu par l'Organisation mondiale de la santé depuis 2004 et qui permet de faire le lien justement avec ce que viennent de présenter l'Adréal et l'Agence de l'eau, puisque c'est une démarche qui permet de s'assurer de la sécurité sanitaire de l'ensemble du dispositif de système de production, de l'ensemble du système de production et de distribution d'eau, donc de la ressource jusqu'au robinet du consommateur. Donc je voulais vous présenter dans les grandes lignes ce que c'était un plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux. Donc comme je viens de vous le dire, c'est une démarche globale visant à garantir en permanence la sécurité sanitaire de l'approvisionnement en eau, donc sur l'ensemble du système de production et de distribution d'eau, donc de la ressource jusqu'au robinet du consommateur en passant bien évidemment par le système de traitement. C'est une démarche qui est applicable à tous les services d'eau potable, quelle que soit leur taille, leur mode de gestion ou leur contexte géographique. Et une chose très importante, c'est une démarche qui est de la responsabilité de la personne responsable de la production et ou de la distribution d'eau, PRPDE, donc c'est le terme qui est utilisé au sein du Code de la santé publique. Donc selon les territoires, ces PRPDE seront les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats d'eau. La nouveauté, cette démarche est, comme je vous le disais, est promue par l'OMS depuis 2004. Elle est innovante dans le sens où on va passer d'une approche curative à une approche d'anticipation et de prévention, passant par une évaluation des risques. 3 grandes étapes. Je vous présenterai plus spécifiquement les différents modules de cette démarche. Mais en gros, il faut retenir, on identifie les dangers, on définit les mesures de maîtrise de risque et ensuite on établit et on met en œuvre un plan d'action adapté. C'est une démarche intégratrice. Ne prenez pas peur, ce n'est pas une nouvelle démarche, ça va intégrer déjà l'ensemble des travaux que vous avez pu réaliser sur l'ensemble de votre système de production et de distribution d'eau, que ce soit les schémas directeurs,
les études patrimoniales. En fait, ça va permettre d'agréger un petit peu l'ensemble des études que vous avez à votre disposition. C'est une démarche qui est progressive. J'insiste sur ça. Il est important, si au départ vous souhaitez uniquement faire cette démarche sur le volet ressources, c'est tout à fait possible. Libre à vous en fait de définir le périmètre sur lequel vous allez déployer cette démarche. Ensuite, c'est une démarche itérative qui va évoluer en fait au fil du temps, au gré des crises que vous aurez eu à gérer et qui vont venir en fait mettre à jour les plans initiaux que vous aurez actés. On est vraiment sur une démarche en fait, d'amélioration continue au fil du temps. Et du coup, cette démarche, elle doit intégrer aussi des enjeux, bien évidemment, de qualité, mais aussi des aspects quantitatifs, notamment des cases d'eau, des fuites d'eau que vous pouvez avoir sur votre système de distribution d'eau. À partir du moment où ils peuvent avoir un impact, un impact sanitaire, en fait, de manière globale. Alors, comme je vous le disais, donc c'est une démarche promue par l'OMS depuis 2004, mais elle a été intégrée en fait au sein de la directive européenne eau potable de décembre 2020. Donc cette directive est entrée en vigueur en janvier 2021. Les États membres ont 2 ans pour la transposer, donc les textes sont en cours de consultation au sein de l'État français. Donc en toute logique, les textes devraient paraître au 1er janvier 2023. Et ensuite, il y a 2 délais. Il y a une obligation de PGSSE au niveau de la ressource pour le 12 juillet, à échéance du 12 juillet 2027, et l'obligation d'un PGSSE complet à échéance du 12 janvier 2029. C'est important de préciser, ça correspond à ce que je vous disais. Vous pouvez tout à fait commencer par la partie ressources, puisque l'échéance est plus courte. Alors, voici une représentation de l'ensemble de la démarche PGSSE. C'est une représentation comme une autre, qui là, c'est celle issue du guide ASTE de 2021, qui est un peu le document de référence qui est le plus récent et qui permet vraiment d'accompagner au mieux en fait, les collectivités pour le déploiement de cette démarche. Donc, au sein de ce guide ASTE, ils ont décidé en fait, de répartir cette démarche en 10 modules, mais par exemple dans les guides OMS qui ont promu cette démarche, il y avait 11 modules. Alors je vais pas revenir point par point, en fait, je vais essayer de vous les présenter de manière globale. Ce qu'il faut retenir en fait, c'est que c'est vraiment une boucle d'amélioration continue, c'est ce que je vous disais. Et en fait, il suffit de suivre en fait pas à pas la démarche, et c'est assez pragmatique. Donc le premier module qui est essentiel, c'est la constitution en fait de l'équipe. Il faut que vous ayez une équipe pour animer le PGSSE. Alors, soit vous, en général, on aime constituer une équipe pluridisciplinaire et compétente. Il est important en fait d'associer dès le départ à cette équipe vos équipes de terrain qui ont la connaissance en fait de vos installations. Et d'avoir un animateur de cette démarche PGSSE qui soit légitime auprès de tout le monde et qui puisse faire le lien entre les élus, d'un côté, les équipes techniques au niveau plutôt côté directeur et les équipes de terrain. Donc ça, c'est très très important, la constitution de l'équipe. Ensuite, le deuxième module, c'est la description en fait, détaillée du système de production et de distribution d'eau. Donc, comme je vous le disais, vous ne partez pas de rien. Vous avez certainement des études patrimoniales, des diagnostics qui ont été faits. Ça va vous aider justement à mettre en œuvre ce module 2. Ensuite, je vais regrouper le module 3 et le module 4. Ça va être vraiment le cœur de cette démarche des PGSSE, donc qui est basé sur des systèmes qualité éprouvés en sécurité alimentaire. Donc ça va être l'identification des dangers, que ce soit des dangers bactériologiques, physico-chimiques, radiologiques, ça dépendra en fait de votre système de distribution. Vous allez évaluer le risque d'apparition de ces dangers au sein de votre système. Donc pour mémoire, le risque, en fait, ça va être le croisement entre la gravité du danger et la fréquence d'apparition. Et vous allez, en fait, comme ça, faire des grilles de cotation, en fait, des risques. Donc ne vous affolez pas. Justement, dans le guide ASTE de 2021 que je vous ai cité tout à l'heure, vous avez des grilles de cotation qui vous permettent, en fait, de vous aider dans l'appropriation de cette démarche. Ensuite, une fois que vous aurez en fait évalué l'ensemble des risques sur votre système de production et de distribution d'eau, vous allez les hiérarchiser en mettant en fait en face de ces risques si vous avez des mesures de maîtrise de ces risques.
Donc par exemple, si vous avez des procédures, si vous avez des procédures de nettoyage, des contrôles réguliers par vos équipes de terrain. Donc ça minimisera forcément le risque. Et vous allez avoir du coup une liste de l'ensemble des risques sur votre système de production et de distribution. Donc vous allez pouvoir hiérarchiser en fonction du risque plus important au moins important. Et vous allez du coup élaborer un plan d'action pour mettre au regard les actions à mettre en œuvre pour minimiser le risque sur les différents points que vous aurez identifiés. Ensuite, vous allez bien évidemment vérifier vous assurer que votre PGCSE est efficace. Donc vous allez mettre en œuvre des indicateurs de suivi, de mesure de maîtrise des risques. Ensuite, il y aura toute une partie à ne pas négliger, en fait, ce que j'appelle un peu partie ressources humaines. Donc, il va falloir former votre personnel, sensibiliser votre personnel à cette démarche un petit peu innovante. Et enfin, comme je vous disais, c'est une boucle en fait continue. Donc, vous réviserez, alors soit au gré des crises que vous rencontrez, sinon, réglementairement, la directive européenne vous impose de réviser le PGSSE tous les 6 ans. Donc j'ai mis là juste quelques clés de bonne réussite en fait de cette démarche. C'est partager et fédérer pour faire adhérer, ce que je vous disais, l'ensemble de vos équipes au sujet et surtout construire et agir ensemble. Juste une précision, soit vous vous lancez seul en fait dans cette démarche de déploiement de PGSSE, soit vous vous faites accompagner par des bureaux d'études. Ça c'est laissé à votre discrétion. Alors pourquoi déployer des PGSSE ? Les retours, alors on n'a pas beaucoup de PGSSE qui sont encore déployés dans la région. Toutefois, en fait, on a essayé de capitaliser un petit peu sur les expériences des autres régions. Donc, ce que constate l'ensemble des collectivités qui ont mis en œuvre déjà ces PGSSE, c'est d'optimiser bien évidemment la sécurité sanitaire de l'eau. Ils ont constaté en fait qu'ils amélioraient leur qualité de l'eau avec une baisse des non-conformités et des plaintes des consommateurs. Ensuite, comme je vous l'ai dit, ça permet de hiérarchiser en fait les priorités d'action par ordre d'importance et par échéance. Et du coup, ça vous permet de rationaliser la planification des coûts. Donc ça peut vous permettre de faire des économies, ce qui n'est pas anodin. Ensuite, ça vous permet d'avoir, en termes de compétences du personnel et d'amélioration des processus, ça permet d'avoir une meilleure maîtrise opérationnelle. Donc l'augmentation des rendements de réseau, un meilleur suivi des procédures et une meilleure préparation à la gestion de crise. Alors certaines collectivités de notre région qui ont mis en place des PGSSE nous ont dit effectivement que ça leur avait permis en fait d'avoir formalisé toute par anticipation, de mieux gérer la crise et de prévoir certaines choses qu'ils n'avaient pas en fait procédurées auparavant. Et en termes de communication, c'est un document qui peut vous permettre en fait de vous montrer une meilleure image, d'avoir une plus grande confiance dans les consommateurs et les autorités sanitaires. Et ça permet d'avoir plus de transparence dans les échanges avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les agriculteurs, les services d'État, l'agence de l'eau, jusqu'au consommateur final. Alors, sur comment l'ARS vous accompagne, donc comme je vous disais, c'est une démarche un petit peu innovante. Donc on a mis en place un programme, une action de promotion de ces PGSSE. Et du coup, on sensibilise, c'est bien l'objectif aussi de cette présentation de cet après-midi, sensibiliser en fait l'ensemble des parties prenantes, de tous les acteurs du territoire, dans chaque département. Donc une réunion de sensibilisation des élus va être organisée dans chaque département. Donc la prochaine a lieu la semaine prochaine à Amiens. Ensuite, on va permettre en fait de donner à la disposition des collectivités des formations. Donc on est en lien avec le CNFPT Hauts-de-France pour pouvoir proposer un catalogue de formations sur les PGSSE à destination des collectivités. Et on va former aussi les bureaux d'études de la région et des bureaux d'études limitrophes la semaine prochaine. C'est pareil, c'est engagé. Ensuite, on a fait des supports d'information. Donc, si vous le souhaitez, l'ARS a réalisé une petite plaquette d'information. J'ai quelques exemplaires pour ceux que ça intéresse à la fin. C'est l'occasion de s'en munir. C'est ça. Et sinon, je vous invite, en fait, toutes les informations que j'ai pu vous donner sont disponibles en fait, sur notre site internet, dont le site est présent sur cette diapositive. Pour finir, en fait, j'aime bien finir sur ce petit aspect en disant que oui, le PGSSE, c'est le plan de gestion de sécurité sanitaire des eaux, mais c'est aussi un plan pour une gestion sereine et stratégique de l'eau.
bien vu. Merci beaucoup, Madame Château, à qui je souhaiterais comme ça à chaud poser peut-être une première question pour bien comprendre. Parce qu'à la lecture et en vous écoutant quant à votre argumentaire visant à promouvoir le déploiement d'un PGSSE, par déduction, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas de caractère obligatoire, enfin en tout cas à ce jour. Alors ça va devenir obligatoire. Ça va devenir, tout d'accord. à fait. Et alors pour celles et ceux qui nous écouteraient et qui souhaiteraient anticiper, alors c'est peut-être ça la réponse est peut-être dans ma question, mais qu'est-ce qui pourrait les motiver à entamer la démarche? Alors effectivement, l'échéance de 2027-2029 paraît lointaine en fait. Mais c'est un travail, comme vous avez peut-être pu le comprendre en filigrane via mon intervention, ça va être un travail de longue haleine, de tout poser en fait les choses par écrit. Et ce ne sera pas en fait en 2026, juste avant l'échéance en fait de 2026, de se lancer en d'où fait. cette anticipation. Voilà, d'où cette anticipation. Si jamais aussi vous passez par les bureaux d'études, voilà, on commence à former certains bureaux d'études, mais voilà, à un moment ils n'auront peut-être plus les disponibilités non plus aussi pour vous accompagner. C'est une démarche vraiment, faut commencer, faut se lancer. Là, vous avez encore le temps. C'est pour ça qu'on anticipe en fait et qu'on accompagne au mieux les collectivités. C'est pour ça qu'il ne faut pas tarder. Merci pour ce message complémentaire. Merci Madame Château pour votre présentation, ainsi qu'à nos deux autres intervenants à côté de moi. Je me tourne vers vous comme promis pour vous proposer de leur poser telle ou telle question qui vous paraîtrait nécessaire à ce stade, avec l'aide de Cassandre qui va vous proposer le micro pour ce faire. Aucune obligation à poser des questions, bien sûr, mais si vous le souhaitez, n'hésitez pas à lever la main et à me faire signe pour solliciter le micro. Je vous en prie. Merci, Madame, pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas de bien vouloir Donc, Mélissa vous présenter. Vellier pour la FNCCR. J'ai une question pour l'Agence de l'eau, parce que du coup, vous indiquez passer d'indicateurs de réponse vraiment sur l'état de la ressource à des indicateurs de pression. Est-ce que vous auriez des exemples et aussi sur les outils de suivi du coup de ces indicateurs? Karine Vallée. Oui, alors effectivement, on a, sur les démarches qui ont été menées sur les 15 dernières années, il y avait pas tout un tas d'indicateurs qui ont déjà été quand même récoltés et suivis. Mais parfois, c'est vrai qu'on avait du mal à quantifier les évolutions de pression. Donc, par exemple, à quantifier les quantités d'azote qui pouvaient être utilisées ou les quantités de phytosanitaires. Donc voilà, ça peut être des indicateurs directement pour quantifier ces choses-là, ou des indicateurs qui permettent aussi d'avoir une idée, on peut se dire que si on a une augmentation de surface en prairie ou de surface boisée, par exemple, voilà, je prends vraiment les exemples les plus caractéristiques, on aura forcément une baisse de pression parce qu'il y aura une baisse d'intrants. Donc c'est un peu ces choses-là qu'on veut réussir à quantifier sur les territoires pour pouvoir se dire, bah oui, si les intrants diminuent, si ces choses-là diminuent, forcément à terme, on devrait avoir une amélioration de la qualité de l'eau souterraine, notamment. Alors justement, sans nous voiler la face, puisque vous avez rappelé tout à l'heure toutes les mesures incitatives ou les incitations qui pourraient accompagner les velléités de reconversion ou d'orientation vers des pratiques plus agroécologiques, par exemple. Or, nous sommes dans les Hauts-de-France, région traditionnellement très productive historiquement, avec une culture agricole que l'on connaît. Comment est-ce qu'on fait bouger les lignes? Comment est-ce qu'on fait changer de paradigme à des gens qui sont aussi experts dans leur profession, mais qui ne sont pas forcément perméables, sans jeu de mots, à un certain nombre d'arguments comme ceux que vous avancez? Oui, alors après, le travail, justement, il faut le voir à une échelle plus globale, et notamment travailler sur les filières agricoles, donc pour qu'ils puissent effectivement revoir, parce que l'agriculteur, il est en fin de course, forcément, il produit ce qu'on lui demande, et parfois selon des cahiers des charges imposés par des industriels agroalimentaires. Toutes les filières, donc, voilà, en fait, dans leur ensemble. Il faut travailler sur l'ensemble de la filière pour pouvoir faire évoluer les choses. Et après, d'ailleurs, on le verra au travers de certains témoignages tout à l'heure, il y a aussi les collectivités à leur échelle qui peuvent travailler à développer des filières locales par le biais de plans alimentaires territoriaux, en les aidant à accompagner cette conversion. Monsieur Blondin, vous avez une idée sur la question aussi? Il faut leur expliquer que c'est le moment d'anticiper. Ils ont presque la chance d'être sur une aire d'alimentation de captage où on va les aider à changer leurs pratiques de transition. On sait que les engrais, ça augmente. Les engrais deviennent de plus en plus chers, les pesticides sont de plus en plus chers.
Et ben, un jour ou l'autre, ils seront obligés peut-être de changer leur façon de faire. Et c'est peut-être le moment où on les aide et où on leur explique que c'est bien pour tous. De profiter, de et saisir que c'est ces pour la perches, santé, pour leur santé aussi. Oui, aussi, bien sûr. Aussi que c'est peut-être le moment d'y réfléchir et de se grouper pour avancer. Merci, Monsieur Blondin. À propos, pendant que vous avez la parole, le micro, j'évoquais le caractère d'obligation tout à l'heure du PSGSE. Merci pour cette précision, Madame Château. Qu'en est-il pour les collectivités concernant leurs obligations en matière de qualité de l'eau et de protection de la ressource? En termes de qualité de l'eau, c'est plus l'ARS qui en parle, parce que c'est eux qui ont les contrôles. Eux, ils ont les obligations de surveillance, d'autocontrôle, ce qu'on appelle l'autocontrôle. Il y a les contrôles ARS et autocontrôle. Je parle sous couvert de l'ARS. Mais qui pourra compléter, bien sûr. Après, dans le cadre du plan d'action, ce qu'on parlait, notamment de mettre des actions pour diminuer, reconquérir la qualité de l'eau, il n'y a pas de réglementation en soi. Il y a quelque chose qui existe, c'est ce qu'on appelle les zones à contrainte environnementale. En effet, le préfet peut prendre un arrêté dès lors qu'il y a un plan d'action. Alors, c'est dans le code rural, donc ça ne va que sur les tensions créées par l'agriculture, en fait. Mais il peut créer des zones où on va obliger, en gros, le maire à faire respecter son plan d'action réglementairement. Ok. Voilà. Mais ça prend un peu de temps. Et aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Mais c'est un peu ce qu'on explique dans la feuille de route. C'est qu'en décembre 2022, on fera le bilan. On regardera comment la feuille de route a été, comment la dynamique plutôt, c'est plutôt ça en termes d'indicateurs. Comment les contrats, on a parlé des contrats CARE, comment ils ont été mis en place, comment ils ont été, s'ils ont été signés. Et puis on fera un peu le bilan sur les quelques captages qu'on a sélectionnés pour cette année. Merci pour cette précision. Y avait-il d'autres demandes de micro dans la salle? Pas spécialement. Madame Château, je reviens vers vous encore une fois avant de passer à la partie suivante pour vous interroger ou au risque de vous faire répéter, mais revenir sur le nerf de la guerre, ce qui peut constituer le critère de décision finale, les subventions, les accompagnements. Quelques mots là-dessus pour résumer les choses. Alors, je parlais sous couvert aussi de ma collègue de l'Agence de l'eau. Vous êtes très complémentaires, c'est pas pour rien que vous êtes ensemble. C'est pour ça que voilà, on est très complémentaires, comme vous le dites. Donc effectivement, les collectivités peuvent bénéficier de subventions des agences de l'eau selon le bassin hydrographique sur lequel elles sont. Donc, en ce qui concerne l'Agence de l'eau Artois-Picardie, les études de vulnérabilité des systèmes de production et de distribution d'eau sont subventionnées à hauteur de 50%. Et pour ce qui est aussi de l'agence Seine-Normandie, c'est aussi 50%, mais ces taux peuvent être portés à 80% si vous couplez ça en fait à un schéma directeur ou un diagnostic. En sachant aussi qu'il y a potentiellement, je ne sais pas si ça va être renouvelé, il y a des appels à projets qui permettent en fait de booster un petit peu les taux de subvention. C'est ce qui s'est passé il y a quelques années en fait, où les taux de subvention étaient boostés à 70% sur le bassin Artois-Picardie. Mais je ne sais pas si cela va être renouvelé. Madame Vallée. Non, alors pour compléter, effectivement, sur Artois-Picardie, nous pouvons aider les études qui sont faites dans le cadre du PSGSE, donc à un taux de 50%. Pardon. On a eu effectivement à un moment donné un appel à projet qui pour l'instant n'est pas reconduit. Voilà, je pense qu'effectivement là, il y a une démarche finalement assez récente de l'ARS pour inciter les collectivités à se lancer dans ces démarches et à faire les études. Donc on laisse les choses se démarrer et on verra s'il y a des opportunités à faire évoluer les choses. Mais pour l'instant, on a effectivement les collectivités qui se lancent, quelques collectivités qui se lancent dans ces études et on les accompagne. Merci beaucoup. Madame Château, vous aurez le mot de la fin pour cette partie. Une dernière question, et sans faire de catastrophisme, mais certains intervenants ce matin nous disaient leurs efforts pour convertir un certain nombre de nouveaux buveurs d'eau. Alors, pas par rapport aux buveurs de bière, comme on le disait, mais évidemment d'eau du robinet. Alors évidemment, question qui intéresse tout le monde, les consommateurs que nous sommes, sans rentrer dans des considérations trop grand public, mais évidemment c'est quelque chose qui nous intéresse tous. Est-ce qu'on peut encore boire de l'eau du robinet dans les Hauts-de-France ? Bien évidemment, on peut voir l'eau du robinet nous en Hauts-de-France. Après, voilà, de manière générale, ce que nous ARS, on promeut, c'est de varier les eaux, que ce soit les eaux de source, les eaux minérales ou l'eau du robinet.
Ce sera le mot de la fin. Ah ben voilà, message assez consensuel finalement. Merci beaucoup. Merci pour vos interventions. Je vais proposer au public présent de bien vouloir vous remercier également par quelques applaudissements, si vous le voulez bien, pour nos premiers intervenants dans ce tour d'horizon consacré à la qualité de l'eau, pour lesquels vont se succéder maintenant, aux premiers intervenants, 3 autres intervenants, à savoir Madame Laurence Blondel, qui est directrice adjointe de l'eau et de l'assainissement à la MEL, la métropole européenne de Lille. Merci Madame Blondel de bien vouloir nous rejoindre. Monsieur Vincent Perrin, qui est animateur protection captage d'eau à l'agglomération de la région Compiègne. Et enfin Monsieur Jean-Luc Allais, qui est un élu parmi nous cet après-midi, vice-président de Douaisis Agglo, et à qui je vais proposer d'ouvrir le bal en quelque sorte pour nous parler de démarche territoriale, et en l'occurrence plus particulièrement de PAT, de plan d'alimentation territoriale, pour nous parler plus globalement de circuits courts, de développement du bio, et peut-être avec un zoom au passage, je crois savoir, Monsieur Allais, quant à la protection de la ressource en eau qui nous intéresse cet après-midi. Oui, donc j'appuie sur le bouton vert là, c'est ça? D'accord. Voilà, donc d'abord une petite présentation rapide du territoire, qui est un territoire à enjeu eau très fort autour de la ville de Douai. C'est 35 communes, 150 000 habitants, il y a une baisse. Et la moitié du territoire est en SAU, en surface agricole utile, avec encore 180 exploitations dans un territoire qui est très urbain. Alors l'enjeu eau fort, ça se traduit par les 4 sages et aussi 3 orques, dont l'orque de Férin, que nous animons. Ce sont nos services qui animent cette orque de Férin. Et nous sommes propriétaires, Douaisis Agglo est propriétaire des captages qui se trouvent sur la commune de Férin. Nous avons une compétence eau potable sur une partie des communes, le reste des communes étant alimentées par Noréade. Alors nous avons un PAT, un projet alimentaire territorial, qui a été labellisé en 2017 dès l'apparition des PAT, mais en réalité nous menons une politique agricole et alimentaire depuis 2007 et qui s'est construite progressivement avec de très nombreux partenaires. Ce PAT, il est basé sur 3 piliers qu'on a baptisés AgriCAD. CAD, c'est l'ancien nom de Douaisis Agglo. Donc c'était le premier pilier où on a travaillé avec les agriculteurs. Ensuite, BioCAD, bien sûr, développement de l'agriculture biologique à partir donc de 2017-2016. Et AlimCAD, la politique alimentaire, à partir de 2007, lorsqu'on a été labellisé. On ajoute à ça le travail sur les perturbateurs endocriniens qui sont englobés dans AlimCAD. Toute cette politique, la question c'est de savoir si aujourd'hui ça influe sur la qualité de l'eau. Bien évidemment, sur la qualité de l'eau, sur la qualité de l'air. Depuis le début de notre politique agricole en 2007, on a toujours eu le même axe, à savoir de travailler avec les agriculteurs pour qu'ils aient des exploitations qui soient économiquement fortes. Il ne faut jamais oublier que l'agriculteur, c'est un exploitant, mais c'est une entreprise. Donc l'aspect économique, il est toujours là et on l'accompagne. Et en même temps, on en profite aussi pour essayer de l'amener à des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Ça, c'est 2 fils conducteurs que l'on met en place depuis 2007. Mais aussi, on a un autre fil conducteur qui est celui de permettre à chaque habitant du territoire d'accéder à une alimentation de qualité et qui soit le plus possible d'origine locale. Ce qui permet d'alimenter les filières locales, mais aussi qui permet de responsabiliser les consommateurs, parce que les agriculteurs ne sont pas le seul, évidemment, à être responsables de ce qui se passe sur la qualité de l'eau. Les consommateurs le sont également. Et en bas, vous avez notre intervention à partir de 2013 sur l'orque de Férin et ce que nous avons fait. En matière d'exemple, on vous a mis quelques exemples sur les circuits courts, bien sûr, et en particulier sur la restauration collective, qui permet d'augmenter, d'aller plus loin que la loi Egalim et d'introduire des produits bio en plus grande quantité, de travailler sur le reliquat azoté. Nous finançons à hauteur de 80% les reliquats azotés que les agriculteurs doivent obligatoirement faire.
Donc c'est quand même une aide extrêmement intéressante. On finance également des plantations de haies. On travaille sur aussi les démonstrations de matériel qui peuvent être des alternatives à l'utilisation d'intrants. Voilà, on a un tas d'exemples comme cela qui permettent de développer aujourd'hui l'agriculture biologique sur notre territoire. Et d'autres exemples d'intervention. Sur l'orque de Férin, on a fait 18 diagnostics agricoles sur 23 exploitations. Donc c'est quand même pas mal la participation des agriculteurs. Et on est sur un projet de recherche qui est mené par le BRGM sur l'étude de transfert des pesticides à travers le sol. On travaille également, je disais que les agriculteurs ne sont pas les seuls responsables. Il y a également les habitants, et vous avez deux photos en bas, une sur la gestion différenciée que l'on a diffusée à l'ensemble des communes. Aujourd'hui, la quasi-totalité des communes n'utilisent plus de produits nocifs à la qualité de l'eau. On a des alternatives et on a développé la gestion différenciée et la sensibilisation des scolaires, parce qu'on pense que, évidemment, comme tout le monde, que c'est par l'éducation qu'on va peut-être finir un jour par y arriver. Enfin, au niveau des résultats, vous avez là quelques résultats, en particulier une très forte progression des terrains qui sont en agriculture biologique. Notre travail sur le développement, la diffusion de l'HVE, la labellisation HVE, haute valeur environnementale, et puis toute une série d'actions qui nous permettent d'accompagner les agriculteurs sur le plan humain, sur le plan technique, mais aussi sur le plan financier. Nous avons beaucoup d'aides financières que nous apportons aux agriculteurs pour les aider à passer ce cap de la transition agricole et alimentaire. Et également tout un travail sur les installations. Et là, bien sûr, quand on aide à l'installation, c'est obligatoirement sur l'installation d'agriculture biologique. Avec quelques points de vigilance, on vous en a noté deux. Les agriculteurs sont sollicités par beaucoup d'organismes. Et à un moment donné, voilà, ils nous disent on en a encore vu un hier, on en a vu un il y a 3 semaines. Il faut donc qu'on arrive à coordonner sur le territoire toutes les interventions pour ne pas qu'il y ait de surdose et là d'intervention auprès des agriculteurs. L'autre point de vigilance, c'est qu'on rappelle que c'est sur la base du volontariat des agriculteurs et que peut-être qu'il ne faut pas oublier, je le répète, qu'ils ne sont pas les seuls responsables de la pollution de l'eau ou de l'air d'ailleurs, et qu'il faut donc aussi travailler avec les communes, avec les industriels, avec les habitants, et peut-être aussi que si la réglementation, parce que nos agriculteurs ne sont pas hors la loi, ils respectent et ils utilisent des produits qui sont réglementaires, et que peut-être s'il y avait des mesures coercitives réglementaires au niveau européen un peu plus fortes, un peu plus draconiennes, ça serait sûrement beaucoup plus facile. Il n'y aurait pas de distorsion de concurrence entre les pays et nos agriculteurs s'y retrouveraient certainement très bien dans ce système, plutôt que de se retrouver dans un système d'agribashing où on les montre sans arrêt du doigt. Et nous aussi, nous travaillons contre l'agribashing parce qu'ils ne le méritent pas. Merci beaucoup, Monsieur Allais, non seulement pour votre présence, mais pour cette première illustration, pour ce premier retour d'expérience dans le Douaisis, très bien illustré, et sur lesquels nous reviendrons peut-être à travers les questions de nos invités, qui s'adresseront peut-être à vous. Mais sans transition, je vous propose d'entendre les deux prochaines illustrations, les deux prochaines interventions, à commencer par celle de Madame Blondel, Laurence Blondel, qui est directrice adjointe de l'eau et de l'assainissement à la métropole de Lille. Merci également à vous, Madame Blondel, pour votre présence et pour cette présentation que vous allez nous faire quant à la démarche des gardiennes de l'eau. Et présentation lors de laquelle vous allez nous proposer une petite vidéo également en illustration, sauf erreur, qui partira de la régie quand vous l'indiquerez ou peut-être quand vous donnerez le top départ. Vous avez prévu de le mettre en introduction, donc on va demander à la régie de lancer le film dans un instant et vous pourrez revenir sur la diapo précédente. Dans un contexte de changement climatique marqué par des épisodes de sécheresse plus fréquents et répétitifs, l'accès à l'eau potable représente un enjeu majeur. Dans la métropole lilloise, 70% de l'alimentation en eau potable est prélevée dans les nappes phréatiques. La moitié de ces eaux souterraines proviennent de la nappe de la craie, qui est vulnérable et fragilisée. Conscient des enjeux,
Lamel et les communes gardiennes de l'eau s'engagent à préserver durablement la ressource en eau. Les gardiennes de l'eau sont les communes qui constituent la surface de l'aire d'alimentation des captages. Ce périmètre s'étend sur un territoire couvrant 37 communes, dont 26 situées dans la métropole européenne de Lille. Cette zone réunit les surfaces où toute goutte d'eau tombée au sol est susceptible de parvenir jusqu'au captage, que ce soit par infiltration ou par ruissellement. En 2019, les communes gardiennes de l'eau et Lamel ont adopté une charte qui définit des axes stratégiques et des actions concrètes à mettre en place. Ce projet, dont l'objectif est à la fois de préserver l'eau, de valoriser le territoire et d'améliorer le bien-vivre de ses habitants, permet d'expérimenter des innovations concernant l'environnement et le patrimoine, l'agriculture, la mobilité, l'habitat ou encore l'économie. Avec les gardiennes de l'eau, Lamel et ses acteurs sont mobilisés pour préserver et améliorer la ressource en eau potable, parce que l'eau est le bien commun de tous les métropolitains. C'est bon là. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais aller rapidement parce que vous avez vu dans le film qui a été conçu pour la Journée mondiale de l'eau. On a fait un événement spécifique sur ces communes. Un peu les caractéristiques. Donc Lamel, c'est 95 communes. Lamel est compétente sur l'ensemble des communes en matière de protection des ressources en eau et de production. L'aire d'alimentation est assez vaste puisqu'elle recouvre la partie de la nappe de la Craie que l'on exploite qui correspond à 40% de l'alimentation en eau de la métropole, donc c'est assez conséquent. Et elle fait 15 500 hectares, c'est à peu près plus de 19% du territoire de Lamel. Et c'est une nappe, comme voilà, la nappe de la Craie sur le bassin qui est libre, donc elle est sujette à la fois aux pollutions, elle est très sensible aux pollutions, mais elle est aussi sujette aux épisodes de sécheresse qu'on a vécu et qu'on vit encore. L'été risque d'être très compliqué cette année encore. Donc voilà, c'est un constat d'une nappe très vulnérable. C'est une nappe très vulnérable d'un point de vue quantitatif. Donc voilà, comme je l'expose, on a vu depuis plusieurs années une baisse de nos niveaux. On a perdu à peu près 5 mètres sur certains forages, qui est dû aussi au phénomène de recharge très écourté. On est à 1 voire 2 mois. Là, cette année, on a eu 1 mois et demi de recharge, alors qu'avant, on avait 4 à 5 mois, voire 6 mois, quand tout allait bien. C'est aussi une nappe très vulnérable du point de vue qualitatif. C'est un territoire qui a un passé industriel très important. Donc, outre des pollutions qui sont assimilées à des pollutions soit agricoles, soit d'assainissement, en nitrates ou en pesticides, dans les eaux brutes, alors je spécifie, c'est bien dans les eaux brutes, hein, c'est pas dans les eaux distribuées, elles sont traitées et on est toujours en dessous des seuils de potabilisation. On a quelques cocktails de pollution, soit anthropiques, dues à l'activité industrielle, donc des solvants chlorés, ou des pollutions dites qu'on considère comme naturelles, hein, des nitrates et du sélénium, qui sont présents naturellement dans les couches géologiques, mais qui sont remobilisés par les fluctuations de la nappe. Et puis on a, comme beaucoup d'autres territoires du bassin Toire-Picardie, la présence de perchlorate due au passé de la guerre du territoire. Donc depuis 20 ans, voilà, Lamel a pris à bras-le-corps, plus de 20 ans parce qu'on avait déjà les dispositifs réglementaires en 92, hein, la protection de la ressource en eau, qui a été donc de l'instauration des périmètres de protection réglementaires avec les DUP, à l'engagement dans une opération de reconquête de la qualité de l'eau de 2008, qui était basée sur le volontariat. La désignation des captages prioritaires, Grenelle, et qui a valu la délimitation de l'aire d'alimentation de captage. Voilà. Parallèlement à ça, on a mené des études d'amélioration de la connaissance, notamment sur ce qu'a commencé l'agglomération de Douai, sur la cinétique des polluants
c'est comment ils apparaissent, comment ils se comportent dans la nappe, parce que ce n'est pas une science exacte. Et d'un forage à un autre, on a des comportements complètement différents. Voilà, on a mené beaucoup d'études en lien avec le BRGM, notamment. Et puis en 2018, on a eu un tournant qui était la demande du préfet, mais qui était déjà quelque chose que nos élus avaient amorcé, d'intégration de la protection de la ressource en eau dans les documents d'urbanisme. C'était quelque chose qui se faisait en intégrant les périmètres de la DUP dans les documents d'urbanisme. Pour autant, le constat avait été que ce n'était pas suffisant. Donc l'aire d'alimentation avec des prescriptions générales a été intégrée dans le SCOT et sa déclinaison dans le plan local d'urbanisme. Donc voilà, bon, ça c'est la délimitation de l'aire qui a été faite avec le BRGM de façon traditionnelle, comme je pense on l'a tous fait. Et donc le tournant, alors on est sur un territoire qui est assez diversifié. Il est à 57% de plaine agricole avec bien sûr des grands céréaliers, puisque voilà, c'est un peu la pratique sur la région, mais 43% de surfaces imperméabilisées qui vont des surfaces commerciales, des surfaces industrielles et du logement. C'est un territoire qui, avant le plus 2 là, qui a été voté en 2017, avait accueilli plus d'un quart des surfaces artificialisées du territoire de la Melle. C'est un territoire qui se situe à côté d'une autoroute, à côté d'un aéroport. Donc voilà, il avait des vocations industrielles et d'urbanisation. Y compris depuis la déprise industrielle. Oui, ouais, voilà. Donc voilà, il n'était pas exclusivement agricole et avec beaucoup de sites et sols pollués. Donc voilà. Et donc, en 2018-2019, la grosse décision qui a été prise, c'est de dire que ça sera un territoire de zéro extension d'urbanisation. Donc, plus de 263 hectares de surface d'urbanisation ont été enlevés du plan local d'urbanisme, avec juste une exception, c'est pour les projets d'intérêt général ou les grands projets. Voilà, l'aéroport existe, il faut pouvoir le moderniser ou faire des écoles. Mais avec l'application stricte de la méthodologie, éviter, réduire, compenser. Et avec le premier prisme, c'est éviter. Donc lorsque ces décisions ont été prises, on s'est retrouvé face à un territoire et à des maires qui nous ont dit: on a bien compris que la protection de la ressource en eau était indispensable. On a la chance d'avoir 40% de notre production qui se fait sur notre territoire. Mais pour autant, ce territoire doit continuer à vivre. Et comment concilier les deux? Donc le prisme du projet de territoire, ce qui est appelé un projet de territoire en lien avec les communes, l'enjeu prioritaire, c'est de protéger la ressource en eau. Donc à la fois en quantité, donc limiter l'artificialisation et augmenter l'infiltration, et à la fois en qualité, c'est améliorer la qualité des rejets et résorber les sources de pollution. Avec une ambition, c'est de préserver et d'améliorer. Donc c'est valoriser le potentiel du territoire, parce que c'est un territoire qui accueille aussi 21% des zones humides remarquables de la métropole. C'est un territoire qui a une histoire aussi tournée autour de l'eau, parce qu'il y avait beaucoup de marais. C'est préserver et améliorer la qualité de la ressource en eau, et c'est le bien vivre ensemble sur ce territoire. C'est comment mutualiser les écoles, comment avoir des modes doux, comment la population peut continuer à y vivre et à le valoriser. Alors ça a été un travail de co-construction, parce que comme ce qui a été dit, c'est la position de l'élu est importante. Son implication dans la démarche est un vecteur de réussite. Donc on a fait des co-constructions avec les communes. Les 2 premiers ateliers, je ne vous cache pas que ça a été l'explication de oui, on doit le faire. Oui, c'est comme ça. Non, ce n'est pas une contrainte, et ça va devenir une opportunité pour vos territoires et vos populations. Et quand on avait passé ces 2 phases-là, on a pu travailler avec les communes sur comment on invente un nouveau modèle de développement. Parce qu'on s'est aperçu sur les 20 ans d'action qu'on a menés que chaque projet est compatible. Si on prend les projets individuellement,
ils vont être compatibles parce qu'on va infiltrer, parce que... Par contre, quand on les prend dans leur globalité, le risque est de plus en plus important. Et donc, voilà, on en était là. 21 communes, 26 communes, parce qu'entre deux, on a eu une fusion de la métropole avec une communauté de communes qui a intégré de nouvelles communes et un taux de participation important qui a permis d'écrire la charte des gardiennes de l'eau, qui est l'engagement des communes et de la métropole à protéger la ressource en eau et avoir un modèle de développement différent. Avec 5 axes. Développer un territoire de l'habiter autrement. Donc on travaille avec les communes et les aménageurs sur ce qu'on appelle les projets totems. C'est quoi un projet d'aménagement sur les territoires des gardiennes de l'eau? C'est 0 rejet au réseau d'assainissement, c'est 100% d'infiltration, c'est 40% de surface de pleine terre. Voilà, c'est toute cette démarche. L'agriculture, comment on peut valoriser les espaces et les activités agricoles en synergie avec la ressource et le projet alimentaire qui est en cours de construction. Et c'est comment transformer le territoire, l'agriculture, mais avoir une adhésion complète de nos agriculteurs. Parce que ce qui a valu aussi la transformation dans le plus, c'est aussi nos agriculteurs qui nous disaient « mais moi je suis volontaire, par contre vous n'arrivez pas à me sécuriser mon foncier agricole ». Voilà. Et moi, je veux bien faire les démarches, mais il faut me sécuriser mon foncier. Voilà, on travaille avec eux sur ce sujet. C'est reconnaître l'eau et l'environnement comme un territoire pour demain. C'est aussi rappeler que l'eau est présente partout sur ce territoire et qu'elle a une valeur. C'est adapter le modèle économique et s'inscrire dans des dynamiques d'excellence métropolitaine. C'est comment éviter l'accueil d'activités à risque, mais comment aussi accompagner les activités qui sont sur ce territoire-là vers une transformation. Et c'est repenser la mobilité pour réduire les risques et créer des lieux communs. Parce que voilà, on travaille par exemple sur des salles de sport communes entre plusieurs communes, parce que l'idée, c'est pas que chaque commune ait sa salle de sport, c'est d'avoir des salles de sport par exemple pour plusieurs communes, mais comment les enfants vont à ces salles de sport sans risque et avec des modes doux et qui sont compatibles aussi avec la protection de la ressource en eau. Donc voilà, ça touche beaucoup de thématiques. Il y a beaucoup de chantiers qui sont en cours sur le totem des projets d'assainissement, d'aménagement, sur la stratégie foncière, sur les plans paysages, sur la stratégie agricole et puis les politiques traditionnelles d'eau et d'assainissement qu'on continue à y mener. Donc bon, voilà, ça c'est l'illustration. Et ça fonctionne parce qu'on a une gouvernance spécifique sur ce territoire. On a un comité de pilotage des communes gardiennes de l'eau qui est porté par le vice-président en charge de l'aménagement et le vice-président en charge de l'eau et l'assainissement. Et par une élue référente sur ce territoire. On a une élue porte-parole des communes de ce territoire. Ce comité de pilotage, il décide, il initie, il arbitre et il rend compte au Conseil métropolitain des avancées. Donc là, on a un gros travail à faire sur les indicateurs qui ne sont pas toujours faciles à mesurer parce que le gain sur la nappe est très long à voir parce qu'elle est assez inerte. Ensuite, on a une direction de projet spécifique avec une directrice de projet spécifique et des appuis de la direction de l'eau, la direction de la planification et un appui de la direction juridique. Parce que voilà, on est en train d'inventer aussi des modes d'accompagnement à la fois financiers et techniques qu'il faut gérer. Et puis on a des groupes de travail thématiques impliquant toutes les compétences de l'AMEL et les communes, qui s'intègrent avec les démarches parallèles que sont le plan local de l'habitat, le plan de mobilité. Voilà. Merci beaucoup Madame Blondel pour ce retour également particulièrement intéressant. Et nous le savions déjà, nous savions à quel point l'eau pouvait être au centre de beaucoup de problématiques, mais vous nous en avez fait encore une parfaite démonstration avec cette eau en tant que dénominateur commun d'une quantité
de problématiques d'urbanisation, de maintien du foncier agricole, etc. Autant d'injonctions contradictoires, j'imagine, qui doivent égayer vos débats et vos réunions. En tout cas, bravo et merci pour cette présentation synthétique et qui sera suivie sans transition avant de passer la parole à nos invités présents dans la salle, dans cet espace conférence de Cyclo Lille 2022. Je passe la parole donc à Vincent Perrin pour cette dernière présentation, qui va nous parler de démarches préventives sur les captages, lui aussi, avec une partie historique. Il nous parlera d'agriculture biologique, d'implantation de haies, là également, et également avec derrière l'alimentation d'une chaufferie. Alors là aussi, beaucoup d'interconnexions entre différents centres d'intérêt. Monsieur Perrin, vous êtes animateur protection captage d'eau à l'agglo région de Compiègne. Vous êtes donc sur le bassin Seine-Normandie. Vous êtes venu en voisin. Merci pour votre présence à Lille aujourd'hui. Alors vous qui êtes sur ce bassin Seine-Normandie, vous nous direz comment vous menez cette démarche de votre côté de la protection des captages au sud de la région où nous nous trouvons. Bonjour. Du coup, globalement, quand je vous écoute parler, on est quand même assez similaires. Hein. On peut voir la ville de Compiègne qui est au sud-ouest. En fait, en violet, là, on voit nos 2 aires d'alimentation de captage qui alimentent en grande partie la population du Compiègnois à grande échelle, donc 85 000 habitants, 22 communes. On a des aires d'alimentation de captage qui sortent des limites administratives de notre territoire, dont une qui est quasiment exclusivement en dehors des limites administratives de notre territoire et qui sont soumises à des pollutions d'origine agricole qui sont les nitrates et les pesticides comme sur vos territoires. Ça représente un territoire de 36 000 hectares, 25 000 hectares de SAU quasiment, principalement des grandes cultures, blé, céréales, pommes de terre, oléagineux. On n'a quasiment pas d'élevage. On a un plan d'action qui a démarré en 2012, mais on avait déjà mené aussi des actions au préalable en interdisant par exemple l'atrazine dès 1997 en conventionnant avec certains agriculteurs à proximité d'un de nos captages qui est vraiment en lisière de la ville de Compiègne, qui est sur l'AAC qui est au sud, qui est l'AAC de l'Hospice. Et dès 2012, on a mis en place d'autres actions qui sont par exemple les MAE. Il y a eu une grosse incitation à faire de la culture en agriculture biologique pour les agriculteurs. Mais cette partie-là n'a pas très bien marché, en tout cas sur le bio. Hein, les cultures céréalières c'est difficile d'y trouver son compte. On a une agriculture qui est très exportatrice. Donc moi, je suis arrivé en 2017. Il y a aussi quand je suis arrivé, aussi une volonté des élus de mettre le paquet sur le bio parce qu'on c'était quasiment inexistant. Comme je le dis, 0 exploitant en bio sur 200 exploitants. On avait une parcelle qui était tout au bout, tout au nord de l'AAC qui était en bio, mais qui était un peu l'alibi du territoire. Donc travailler sur le bio, c'est travailler sur le 0 intrant. Donc après, en tout cas, au moins le 0 intrant phytosanitaire. Donc il y avait une réelle volonté. Aujourd'hui, on a à peu près 10 exploitants qui sont en bio sur le territoire pour au moins 700 hectares de SAU en conversion ou en agriculture biologique. Voilà, on lie ça aussi au développement de filières parce que c'est indissociable. Moi, quand je suis arrivé, je suis allé rencontrer les agriculteurs. Ils m'ont dit « Mais qu'est-ce que vous avez à m'offrir ? Vous êtes bien gentil, mais qu'est-ce que vous avez à m'offrir ? Moi, je suis une collectivité, je n'ai pas grand-chose à vous offrir, en fait. Hormis travailler à vous accompagner sur le développement de filières, je vais y venir par la suite, mais monsieur allait en parler aussi, vous en avez parlé aussi sur les cantines. Il y a la loi Egalim qui arrivait là, mais on avait anticipé un petit peu. Mettre des produits bio dans les cantines, c'est un moyen d'amener des débouchés aux agriculteurs. Alors après, ils font principalement des céréales, c'est compliqué. Les pommes de terre, on peut les mettre dans les cantines. Donc c'est aussi les amener à se diversifier en termes d'agriculture. Ça reste très compliqué puisqu'il faut que les filières soient là. Les céréales, elles partent à la coopérative, ça part au port de Rouen, ça part à l'export. Donc on mène des actions sur la reterritorialisation des productions. C'est aussi un travail pour travailler sur l'autonomie alimentaire du territoire. Il y avait une étude qui était sortie en 2016, je crois, qui disait que l'agglomération compiègnoise, en tout cas le bassin de vie compiègnois, était à 0,2% d'autonomie alimentaire. Donc c'est très très faible. On était la 98e bassin de vie sur les 100 plus gros de France. Donc voilà, on a du boulot. Après, la moyenne nationale est à 2% et le top, le numéro 1, c'était Albi, je crois, qui est à 8%.
Donc entre 0,2 et 8, il y a de la marge, mais en tout cas, on ne peut qu'avancer. Donc on mène plusieurs actions, on travaille bien sûr sur les cantines, sur les cahiers des charges, intégrer de plus en plus de produits bio, qu'on veut le plus local possible. Alors on travaille aussi, il y a un biais, c'est qu'il y a des sociétés de restauration qui ne sont pas sur notre territoire, donc on est fourni par des sociétés qui sont entre 30 et 250 km de notre territoire. Ça reste compliqué de leur dire approvisionnez-vous chez nos agriculteurs, notamment pour du bio. Donc on va accompagner certaines communes à repasser en régie, puisqu'il y a une envie aussi politique pour certaines communes de repasser en régie, de refaire à manger sur place, pour pouvoir commander en gré à gré. Cuisine centrale. Voilà, cuisine centrale ou petite cuisine pour 400 repas. Il faut trouver l'échelle. Il n'y aura pas une solution unique à l'échelle de l'agglomération. Il y a des toutes petites communes de 40 enfants. Il y en a où il y a 450. La ville de Compiègne, c'est 2500 repas. Est-ce qu'on intègre les collèges, les lycées, qui sont gérés par c'est des compétences qui dépendent du département et de la région. Il y a, je pense, énormément de solutions sur cet aspect cantine. Ça dépendra aussi des volontés des territoires de s'y mettre, et des communes, bien sûr, de s'y mettre. On a déjà rencontré des agriculteurs qui sont prêts à fournir aussi, pour certains produits, des cantines ou des communes. Ils sont intéressés pour être acteurs locaux d'une économie. C'est aussi pour nous, le rôle de la collectivité, c'est aussi de réinjecter cet argent-là, l'argent des familles. On achète des repas, c'est aussi que ça bénéficie au territoire. C'est ça, que cette valeur ajoutée reste fixée. Voilà, moi j'habite pas sur l'agglo, j'habite juste sur une communauté de communes voisines. Ce que mon fils mange à l'école, ça vient de Dieppe, 250 km. Il n'y a pas 1 euro qui retourne à un agriculteur du territoire. Donc c'est un petit peu dommage. L'économie circulaire, elle n'y est pas en tout cas. Donc on travaille vraiment là-dessus. On a un projet aussi de travailler sur le foncier en se basant sur l'exemple de ce qu'a fait Douai. Et on a une contrainte en fait aussi sur l'aire d'alimentation de captage, qu'on a une zone de répartition des eaux. Donc la quantité d'eau limitée pour tout le monde, que ce soit pour les collectivités, pour l'eau potable, pour les irrigants qui produisent les agriculteurs, ou pour l'industrie, mais qui est quasiment inexistante sur ce bassin-là. Et donc c'est une grosse contrainte. Je vais voir les agriculteurs, ils me disent je veux bien faire du bio, mais je veux faire du légume parce que c'est ce qui rapporte de l'argent aujourd'hui. Mais j'ai pas accès à l'eau, comment je fais, quoi. Et ben aujourd'hui vous faites des céréales, faire des céréales en bio, ça va pas changer votre profil d'agriculteur. Les rendements sont différents, la façon de travailler est un peu différente, mais vous savez déjà faire des céréales, vous savez déjà faire du blé. Donc on s'est dit pourquoi pas essayer de travailler une filière pain bio local, où justement on travaille sur en plus en partenariat avec une coopérative. Vous faites du blé, vous allez faire du blé bio, ça va être collecté par la coopérative. On va trouver un transformateur, un meunier qui pourra justement faire de la farine. Si possible qu'il ne soit pas à Dieppe non plus. Si possible. Alors il n'y en a pas sur le territoire, mais il y en a pas loin. Et après, il faut intéresser les artisans boulangers dans la boucle. Donc là, c'est le travail que je mène actuellement, d'intéresser les boulangers, savoir quelles sont leurs contraintes, leurs envies pour faire tout ça. Et leurs débouchés aussi. Et leurs débouchés. Le premier débouché qu'on a identifié, c'est le débouché cantine. Les communes achètent tout le pain soit à la boulangerie de la commune, soit celle de la commune voisine. On a à peu près 110 000 baguettes par an, uniquement pour les cantines, sans les centres de loisirs. Ça n'empêche pas les boulangers d'en vendre aux habitants. Ça ne ferme pas la porte à vendre de la farine, peut-être un jour prochain, de la farine bio locale. Donc en tout cas, la coopérative nous suit là-dessus. Ça intéresse la Fédération nationale des boulangers artisans, ça intéresse la Chambre des métiers d'artisanat. Par contre, on nous laisse un peu nous débrouiller nous avec la coopérative pour mettre tout en route. Mais voilà, en tout cas, il y a une vraie volonté de travailler là-dessus. Sur le foncier agricole, on va y venir. On a du foncier agricole qui est loué par des baux précaires à des agriculteurs. On a des idées d'espace test, de mise... de beaux environnementaux. Donc il y a une vraie envie de travailler là-dessus. Ça nous appartient. Donc on peut être exigeant de l'utilisation qui est faite du foncier qui nous appartient. Et là actuellement on mène aussi une animation, une sensibilisation des agriculteurs sur l'agroforesterie, parce qu'on a démarré une chaufferie biomasse. C'est pas une chaudière, c'est pas la même échelle. Une chaufferie biomasse au 1er avril 2022. Et on demande à Engie, qui est en charge de la délégation sur cette chaufferie, de s'approvisionner en bois dans un rayon de 100 km. Donc on a la chance d'avoir une forêt domaniale qui est très grande, mais le bois il sort déjà de notre territoire pour alimenter d'autres chaufferies. Donc on va voir aussi les agriculteurs pour qu'ils implantent des arbres pour à terme pouvoir
les brûler dans notre chaufferie en plaquettes de bois. Voilà. Il y aurait de toute façon pas assez de superficie, même sur les 25 000 hectares de SAU. Si on implantait du bois partout, des haies partout, on n'aurait pas assez pour alimenter notre chaufferie. Donc il y a d'autres projets ailleurs. Je les ai encore un article ce midi. Il y a des chaufferies biomasse dans l'Aisne aussi. Voilà, quand on voit le prix du gaz, voilà, tout le monde s'y met aussi. Donc, il y a aussi une convergence d'intérêts avec une opportunité liée aussi aux pressions que subissent les agriculteurs par rapport à la nécessaire reconquête de la biodiversité. Aussi, ça fait partie des plans d'action que la replantation de haies, par exemple. Aussi, c'est vrai que sur la carte, je vous remets la carte, sur le territoire qui est au nord, c'est un territoire c'est que de la culture. Il y a très peu d'arbres, il n'y a pas de haies. Justement, dans le cadre de l'animation, on cherchait des sites pour aller faire des visites chez des agriculteurs. C'est une vraie galère pour aller chez un agriculteur voir des haies, de l'agroforêt intraparcellaire, c'est presque un gros mot, on n'en voit pas. C'est un territoire d'open field, on a la forêt au sud, voilà, l'arbre il a sa place sur notre territoire en forêt domaniale, mais pas dans les champs, donc il y a un boulot, il y a des financements, on en parlait tout à l'heure, c'est une contrainte peut-être d'être sur une AAC, mais c'est aussi une opportunité en termes de financement. Les agriculteurs, les MAEC, ça a très très bien marché chez nous. On a plus de la moitié des agriculteurs qui ont souscrit des MAEC, des mesures agro-environnementales pour des réductions de phyto. Et ils ont touché de l'argent pour ça. C'est une réelle opportunité d'avancer vers une agriculture plus durable. C'est une chance d'être sur une AAC pour ça, quoi. Avec des effets secondaires et des bénéfices secondaires aussi. Dont ils ont connaissance en tant qu'agronome, comme on parlait beaucoup d'évapotranspiration ce matin, par exemple, ça fait partie des choses qui vont les intéresser à l'avenir. Oui. Le stockage carbone aussi, c'est quelque chose qui les intéresse, se faire rémunérer pour stocker du carbone. Et j'en avais une dernière, c'était pour dire que la protection de l'eau et l'agriculture, ça allie beaucoup de thématiques, c'est un vrai travail transverse. Nous, on a l'approche environnementale, améliorer la qualité de l'eau, mais ça m'amène à travailler sur l'alimentation auprès des cantines. J'en ai pas parlé là, mais on sensibilise aussi les enfants à mieux manger. On travaille sur le gaspillage alimentaire, sur l'alimentation durable aussi, sur la saisonnalité. Pas manger des tomates en hiver, ça paraît pas, ça tombe pas sous le sens, mais en fait c'est un réel problème, quoi. Voilà, il y a le volet économique, participer à la vie économique locale et au maintien de la valeur ajoutée au sein des exploitations agricoles et à la création d'emplois. Les agriculteurs mettent aussi leurs enfants dans nos écoles. Ils sont vraiment acteurs du territoire. Il n'y a pas d'opposition à avoir avec nos agriculteurs, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Perrin, pour ce retour d'expérience là aussi et ces illustrations. Juste avant de passer la parole à nos invités présents dans la salle qui auront peut-être des questions à vous poser et qui pourront solliciter le micro dans un instant. Pardonnez-moi cette question en transition, Monsieur Perrin, mais on sent beaucoup d'ambition, beaucoup d'envie dans ce que vous nous présentez. Mais est-ce faux de dire qu'on sent aussi que vous pouviez vous sentir un peu seul parfois face au nombre d'enjeux et au nombre d'obstacles que vous avez à franchir pour arriver à vos objectifs? Oui, c'est vrai. Les deux sont vrais en fait. Il faut être ambitieux, sinon on ne fait rien du tout. S'il n'y a pas d'animation locale, on n'avance pas non plus sur les sujets. On le voit, on a eu une période de transition. En fait, l'animation avait déjà commencé en 2009-2010. On a fait ça jusqu'en 2015-2016. Il y a eu une reprise de compétences, des compétences eau. On a dû intégrer une autre collectivité aussi. Donc l'animation a disparu. La personne qui était en charge de ça s'est chargée de reprendre les compétences qui devenaient obligatoires au sein de l'agglomération. Il n'y avait plus d'animation, on n'a plus avancé du tout, d'où mon arrivée aussi à temps plein sur ces thématiques, pour reprendre un peu tout ça, de remettre de l'ambition et développer des projets. Par contre, on n'a pas de compétences agricoles en termes de collectivité, on n'a pas de compétences alimentation directement, donc c'est compliqué d'avoir. Ça complique l'équation, voilà. Ouais. Les agriculteurs, on est confronté à eux sur l'urbanisation, par exemple, sur la consommation de terres agricoles, mais sur d'autres thématiques. C'est votre point de rencontre habituel, mais c'est plutôt un point de conflit, quoi. Donc, c'est plutôt ça, et il faut essayer d'apaiser les choses. Du coup, concrètement, selon vous, qui avez quand même un certain recul maintenant par rapport à cette relation et cette nécessaire relation avec les principaux acteurs intéressés, quels sont les principaux leviers, les principaux facteurs clés pour lever les principaux freins, voilà, pour faire simple? Est-ce que c'est purement politique? Est-ce que c'est de la communication? Est-ce que c'est faciliter l'appropriation par les acteurs en fait du sujet, par les acteurs eux-mêmes? Je ne sais pas. Quel est, selon vous, pour celles et ceux qui sont intéressés par une démarche comparable? C'est politique, c'est une vraie envie. Il faut qu'il y ait une envie politique d'avancer. Ça veut dire une ambition et mettre des moyens aussi.
Il faut créer de la relation, il faut un bon relationnel avec les acteurs du territoire, que ce soit les agriculteurs directement ou les filières. Je parlais de la coopérative, ça prend du temps de se faire connaître par les gens, ça prend du temps d'être respecté par les gens. Les agriculteurs, ils connaissent leur métier. Moi, j'arrive en disant il faut mettre moins d'intrants. Mais je suis qui, quel bagage j'ai derrière pour leur dire ça, hormis le fait que l'agence de l'eau me pousse pour ça, qu'on a des financements de l'agence de l'eau pour ça. Ils ont aussi une pression, ils sont chefs d'entreprise, on l'a dit on l'a répété plusieurs fois. Donc ça prend du temps, le relationnel prend du temps et il faut que les gens qui sont en place aussi restent pour que ce relationnel il perdure et qu'on se fasse confiance. En tout cas, il ne faut pas lâcher l'affaire. Madame Blondel, vous disiez tout à l'heure, je vous laisse vous saisir de votre micro, vous nous avez parlé d'une élue référente sur le territoire, sur l'aire d'alimentation de captage concernée. Alors sans vous demander de secret, d'indiscrétion la concernant, mais quel doit être selon vous le profil type d'un élu qui a cette charge, cette responsabilité pour faire avancer le dossier, si je puis dire? L'élu référente, c'est l'élu d'Embrun, c'est celle qui accueille les forages et l'usine. Donc, ah oui, voilà. Ouais, donc en plus elle est concernée au premier chef. Il faut une élue qui soit elle-même... Ou un élu, vous ne voyez pas d'inconvénient. Non, là c'est une. En l'occurrence, oui. Voilà. Après, c'est une élue qui a la fibre environnementale, parce qu'elle a, dans son parcours professionnel, elle a été professeure. Il faut que ce soit l'élu qui montre l'exemple, qui y croit, qui soit fédératrice. Ou fédérateur si c'est un élu, et qui fasse des choses sur sa commune. Voilà, nous on a eu cette chance-là, parce qu'elle est encore là, d'avoir cet élu qui fédère, qui dit mais regardez, moi je le fais, ça marche, et j'ai mon relais à la métropole, parce que la métropole a beaucoup de compétences, donc il faut passer par la métropole. Mais oui, il faut avoir une élue charismatique, et elle est d'autant plus crédible. Parce qu'à elle seule, je pense qu'elle est 100% dans la DUP. Donc la contrainte, elle l'avait déjà transformée en opportunité. Mais le portage des élus est vraiment important, parce que effectivement, on se sent un peu seul. Sinon. Alors, monsieur Allais, vous confirmez, alors vous qui avez, dans vos états de service, fait la démonstration d'une certaine réussite, puisque vous avez beaucoup avancé, vous nous l'avez démontré tout à l'heure, vous avez sensibilisé si ce n'est facilement, en tout cas de manière importante, un certain nombre d'acteurs agricoles, par exemple. Vous avez, si je puis dire, à votre tableau une vraie réussite. Enfin, c'est chiffré, vous l'avez dit tout à l'heure. Vous avez réussi à mobiliser la majorité d'entre eux. Voilà. Et quelles sont les conditions de réussite, là aussi, et en tant qu'élu que vous êtes, quels seraient vos conseils à vos pairs? J'ai pas de conseils. Vos recommandations, je dirais. J'ai pas de conseils à donner, mais d'après l'expérience qu'on a eue, il est évident que pour mener une telle politique, il faut un engagement politique très fort. Et l'engagement politique, c'est pas seulement de dire on va faire, c'est de le faire et de mettre des moyens humains et des moyens financiers. Aujourd'hui, notre service agriculture et alimentation sur Douaisis-Aglo, c'est 8 personnes. C'est 5 chargés de mission et 3 assistantes administratives. Mais on a commencé en 2007. Oui. C'est-à-dire que ça s'est fait progressivement. Ouais. On est sur des changements de comportement, aussi bien du côté des consommateurs que du côté des producteurs. Et donc, on est sur le temps long. Et j'ai l'impression quand même aujourd'hui qu'on a besoin de davantage de coercition, de réglementation, je le disais tout à l'heure, au niveau européen pour franchir un pas. Pour impulser et sans distorsion de concurrence. Sans distorsion concurrentielle, c'est important. Mmh. On a besoin aussi nous, on va passer à un autre niveau, on va travailler beaucoup plus sur les filières. On travaille déjà sur les filières à travers la restauration collective, mais là, on va par exemple créer une légumerie. Vous disiez que les produits venaient de l'extérieur. Sur le Douaisis-Aglo, on produit 150% des besoins en légumes de Douaisis-Aglo. Seulement les 150%, ils vont à l'extérieur pour être transformés et ils reviennent chez nous. On n'a aucun atelier de transformation sur le territoire. Donc on va construire notre propre légumerie qui sera un produit d'appel pour les producteurs locaux. Et on n'aura évidemment pas suffisamment de produits bio sur le territoire de Douaisis-Aglo. Et donc ça va peut-être inciter nos producteurs à passer à l'agriculture biologique. Mais là, il y aura un vrai débouché en l'occurrence. Et là, il y aura un vrai débouché, oui, puisqu'on a tout ce qui est restauration hors domicile à alimenter. Mais c'est un investissement de 2,5 millions, 3 millions que l'aglo va faire et qu'elle mettra en concession auprès d'un privé qui va le gérer derrière. Ça va être une sorte de contribution indirecte à la filière aussi d'une certaine manière, puisque c'est souvent Je dirais même que c'est une contribution directe. Oui, alors parce que là, nous pour la transformation.
pour la Mais je transformation. parle oui. jusqu'à l'amont, par exemple, jusqu'aux producteurs bien qui sûr. seront motivés en quelque sorte. Et là, on relie bien le producteur et le consommateur. Absolument. Merci beaucoup pour ces précisions. Je me tourne vers vous pour vous proposer de poser des questions à la place de l'animateur, questionneur que je suis jusqu'à présent, mais n'hésitez pas à profiter de cette opportunité aussi, de nous faire signe pour saisir le micro si vous aviez des questions. Encore une fois, il n'y a aucune obligation, hein, ça fait partie de l'exercice que nous vous proposons que d'intercéder et d'intervenir directement auprès de nos invités, mais il n'y a pas d'obligation encore là-dessus. Monsieur Allais, il me vient aussi une dernière question, puisqu'on vient de parler des incitations ou des motivations qui peuvent être de nature financière, mais est-ce que c'est le bon outil aussi pour les agriculteurs eux-mêmes? Est-ce que la politique locale peut avoir une influence sur les dispositifs dont ils disposent déjà, ou est-ce que vous pouvez contribuer, est-ce que vous pouvez abonder au développement de nouvelles pratiques et de nouvelles formes d'agriculture et de maraîchage, par exemple? Oui, alors pas seulement de maraîchage, parce que si on se contente de rester au niveau du maraîchage, il faut aussi qu'on soit en culture de plein champ pour pouvoir satisfaire les besoins. Sur Douaisis Agglo, effectivement. Vous avez de l'élevage aussi encore un peu? On a très peu d'élevage, il y en a, mais il y en a très peu. Et rien en bio, quoi, en tout cas. Également, l'outil financier est important. Évidemment, je le disais tout à l'heure, et vous l'avez répété, on est sur une entreprise. L'agriculteur, il gère son entreprise. Et donc, on a mis en place des outils financiers importants, une aide à l'installation, par exemple, qui peut aller jusqu'à 20 000 € pour quelqu'un qui s'installe sur une exploitation de moins de 5 hectares. Là, pour le coup, on est sur du maraîchage bio. On a créé également une aide à la création de CUMA pour que les agriculteurs puissent partager leur matériel. C'est 20 000 € également comme avance de trésorerie. On a mis en place également ce qu'on appelle la politique tremplin bio, c'est-à-dire que ça a été compliqué à monter avec la région, mais voilà, ça s'est fait. On apporte une aide à la conversion qui va de 3 000 € pour le premier hectare converti à 16 000 € jusqu'à 16 hectares. Et on s'est arrêté là parce qu'après, non, c'est plus possible, on va y mettre notre budget. Mais ça aide quand même les petites et moyennes exploitations à se convertir. Celles qui en ont rapidement. le plus besoin aussi, probablement. C'est ceux qui en ont le plus besoin, oui. Et là, on vient de mettre en place 2 actions intéressantes. C'est qu'on rembourse aux restaurateurs qui achètent aux producteurs locaux jusqu'à 400 € de leurs produits. C'est-à-dire, les restaurateurs peuvent nous envoyer chaque mois leurs factures, mais aux producteurs locaux, bien sûr, jusqu'à 400 € et c'est remboursé. Ça fait 1 an et demi que ça dure et je peux vous dire qu'on a de plus en plus de restaurateurs qui vont voir nos producteurs locaux. C'est intéressant. Et puis, c'est aussi d'être à côté des producteurs quand il y a un coup dur. Quand il y a eu la tempête, la dernière, je ne sais plus comment elle s'appelait, E10, je ne sais plus. Bref, dès la tempête a eu lieu samedi et dimanche, dès le lundi matin, avec notre président Christian Poiret, il me donnait l'accord pour qu'on intervienne pour aider les producteurs qui avaient eu des dégâts. Et les dégâts, c'était surtout les serres. Les serres, c'est souvent les producteurs, les maraîchers. Et donc, dès le lundi, moi, j'ai contacté les différents producteurs et on leur a attribué une aide de 5 000 € à chacun pour qu'ils restaurent leurs serres. C'est aussi d'être à leur côté quand ils ont besoin de nous, quoi. Je pense qu'ils rendent des services à la société, l'alimentation, mais aussi quand ils font un effort de réduction d'intrants, c'est la qualité de l'air, c'est la qualité de l'eau. Je pense que ce n'est pas des subventions qu'on leur donne, c'est un retour de bonne conduite. Et une reconnaissance aussi de leur métier et de leur contribution. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, si vous permettez l'expression, c'est que pour arriver à vos objectifs, vous mouillez la chemise sur le Douaisis. Ça, c'est clair. Merci beaucoup. Pas d'autres questions. En tout cas, une dernière de ma part que m'a inspiré votre présentation. Madame Blondel, vous nous avez démontré comment vous avez stoppé ou, disons, considérablement ralenti l'artificialisation des terres sur la zone, sur l'aire d'alimentation de captage que vous nous avez présenté. Et je me posais la question si parallèlement vous avez engagé des programmes de désimperméabilisation. Oui, l'un ne va pas sans l'autre finalement. Oui, voilà. Déjà, on a l'existant sur lequel on travaille et le fait d'avoir bloqué les extensions fait qu'on a une politique de renouvellement. La ville doit se reconstruire sur la ville. C'est un secteur où on a beaucoup de friches à l'intérieur de la ville. Donc tous les nouveaux projets ont une déconnexion des eaux pluviales, une désimperméabilisation obligatoire.
Et c'est la démonstration qu'on est en train de faire sur ce qu'on appelle le projet Totem, qui à lui seul va expliquer ce que c'est désimperméabiliser, déconnecter au maximum, refaire venir la nature, mettre des zones humides. Oui. Et je crois savoir, et d'ailleurs le Douaisis est vraiment en valeur aujourd'hui, que le Douaisis a une très belle expérience, aussi une très longue expérience de la désimperméabilisation en zone urbaine avec, je pense à Adopta, qui témoigne régulièrement ici dans le cadre de Cyclo, et qui est connu sur la France entière et qui a fait école très très largement, bien au-delà de votre territoire. Voilà, c'était une façon aussi de mettre en valeur ce Douaisis que vous connaissez bien, Monsieur Allais. En tout cas, merci pour votre présence parmi nous. Merci Madame Blondel, merci Monsieur Vincent, qui êtes venu de Compiègne pour nous parler de tout cela. Merci à vous qui êtes présents parmi nous, et à celles et ceux qui nous écoutent en direct ou en replay, puisque toutes les conférences sont diffusées et disponibles en ligne dans quelques jours sur le site de Cyclo, comme d'habitude et comme pour chacune des éditions. Donc n'hésitez pas à reconsulter ou à revoir à tête reposée les échanges qui ont eu lieu. Et puis je vais proposer à notre public, comme à l'accoutumée, de bien vouloir, par quelques applaudissements, vous remercier directement également. Merci à toutes et tous. 2, 1.